une première chose importante, c'est de comprendre ce qu'on veut dire par protection des données. Et pour le moment, les gens, au travers des reportages journalistiques et de ce qui les menace dans la vie courante, ils comprennent très bien le vol de leurs données personnelles, que ce soit par des ransomware ou tout simplement par des transmissions. Et donc, ils sont bien conscients du fait que leurs données peuvent être capturées et qu'on peut éventuellement les faire chanter. Il y a un autre aspect qu'ils comprennent un peu moins, c'est l'encadrement de la collecte des données. En fait, cette collecte de données, qui est la plupart du temps utilisée pour ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, est une menace assez importante parce que cette expérience peut être détournée. Et c'est quelque chose qu'on commence à connaître, par exemple avec Alexia, hein, c'est l'assistant de Apple, qui collectait des données tout simplement quand on parlait, mais qui en fait qui était là pour reconnaître notre façon de parler, mais qui en fait les utilisait pour savoir ce que les gens pensaient et pour orienter leur choix dans des publicités après. On peut aller au slide suivant, si ce n'est pas moi qui les contrôle. Alors, dans le métavers, qu'est-ce qui est un risque? En fait, tout ce qui existe déjà dans l'univers classique, donc la protection de votre compte utilisateur, la protection de vos adresses IP, la collecte des données pour l'expérience, tout ça est un risque. Et si on prend le simple exemple d'un jeu vidéo sans même mettre un avatar dans le jeu vidéo, vous allez déjà comprendre que ce risque est important. On peut voler votre compte utilisateur et on peut utiliser ça pour détourner votre carte de crédit et vous facturer des crédits sur le jeu. Alors vous allez dire, ben, si on fait ça, ça va me coûter, il faut relaisser encore le slide précédent, ça va me coûter un peu d'argent, donc c'est pas bien. On va me voler mon argent, mais il y a quelque chose d'encore plus risqué. C'est par exemple, regarder comment vous vous comportez dans ce jeu. Et si on voit par exemple que vous prenez beaucoup de risques, on pourrait vendre cette information à une personne qui fait des prêts bancaires et lui dire, cette personne, comme elle sait prendre beaucoup de risques, fais-lui un prêt à taux variable et n'hésite pas à faire monter le taux. Et alors, dans ces cas-là, en fait, ça va vous coûter beaucoup plus d'argent que le simple vol de votre carte de crédit. Et ça, c'est une menace dont on a peu conscience et qui va s'amplifier dans le métavers. Donc, on peut aller au slide suivant. Dans le métavers, tout ça s'amplifie et c'est à commencer par une surface d'attaque logicielle bien plus grande, puisque pour fonctionner dans une réalité virtuelle, on va devoir interconnecter une quantité énorme de logiciels qui sont possiblement incompatibles les uns avec les autres. Donc ça, première difficulté pour nous, on a déjà du mal à sécuriser un logiciel. Quand on les met tous ensemble et que ça va très vite, ça devient vraiment compliqué. Deuxième menace qu'on ne perçoit pas encore, c'est les menaces de type matériel. Pour aller dans cette réalité virtuelle, il va falloir vous équiper de casques, il va falloir vous équiper de capteurs sensoriels et de bien d'autres choses. Nos amis venus de Chine aiment bien ça, parce que dans ces capteurs, dans ces casques, ils adorent mettre des petites puces qui permettent de collecter des informations sur vous et de les envoyer à certaines personnes. Donc, vous pouvez très bien vous trouver dans un métavers dont la collecte des données vous semble sécurisée, mais en fait, en utilisant un matériel qui ne l'est pas. C'est quelque chose qu'en Europe, nous ne voyons pas encore venir. Et la troisième et dernière chose, ce sont des nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas. Donc, on peut aller au slide suivant. Et ces technologies, c'est par exemple les jetons non fongibles, les croisements entre les différentes plateformes et la réglementation. On a un énorme problème en Europe avec la réglementation. On base tout sur la réglementation, RGPD et autres. On ne se rend pas compte que la réglementation ne colle pas à la technique. Et dans un monde sans frontières, une réglementation européenne n'aura en fait que peu d'impact. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir, parce que de toute façon, s'imaginer qu'on défend et qu'on protège les gens avec le RGPD, c'est tout simplement une ineptie. Ça ne marche pas du tout comme ça en pratique. Alors la biométrie liée à l'avatar est quelque chose qui nous tracasse encore plus. Donc slide suivant, c'est vraiment ce qui est lié aux données. Et la transformation de la collecte des données. Tant qu'à présent, on collectait les données dans le but d'avoir des informations sur vous, prise de risque ou autre, mais avec les avatars, on va pouvoir collecter des données de type biométrique, qui sont en fait les données les plus protégées par nos règlements et les données les plus personnelles. Sachez qu'en 20 minutes d'utilisation d'un avatar, vous stockez à peu près 20 millions de mouvements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 20 millions de mouvements, vous avez l'empreinte génétique unique d'un citoyen. Donc, c'est-à-dire que si vous observez quelqu'un pendant 20 minutes, vous savez exactement caractériser ce citoyen. Vous n'avez pas besoin de plus et cette signature est unique. Donc, ça veut dire que si vous m'observez et si vous observez Madame de Coster, vous n'allez pas voir la même chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous m'observez en tant qu'avatar et dans la vie de tous les jours pendant 20 minutes, vous savez m'identifier, même si je suis anonymisé sur le métavers.
Et donc tout ça, ça nous mène à des tracasseries, évidemment. En fonction des observations de comportement des avatars, on pourrait changer les publicités qu'on voit dans le métavers. Alors vous allez me dire, ça, c'est embêtant, c'est de l'orientation publicitaire, c'est pas encore très grave. Mais ça pourrait aller plus loin, parce que d'autres études montrent qu'en fait, une personne qui est très distraite, qui a des problèmes de santé, elle bouge sa tête avec une certaine oscillation un nombre de fois par minute aussi. Si vous croisez ça avec les 20 minutes d'utilisation, vous pouvez peut-être en déduire que cette personne est malade. Alors, vous pouvez vous proposer des médicaments ou vous pouvez simplement à un moment décider qu'elle ne doit plus travailler pour vous parce qu'elle est malade et qu'elle vous fait peur. Slide suivant, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut se protéger de tout ça? Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas de protection parfaite. Seule marche la sensibilisation, la prévention et se limiter aux vrais besoins d'utilisation. Ça, je pense que c'est fondamental. L'exemple de l'université est criant. Est-ce qu'on pourrait passer l'UC Louvain dans un métavers? Moi, je pense que non. L'humain doit primer et il y a certaines choses qu'on fait à l'université qui ne doivent jamais aller sur le métavers parce que le métavers ne sera jamais assez protégé. Donc, le métavers, c'est très bien pour un étudiant handicapé qui ne peut pas bénéficier de l'expérience classique d'une université. Les réunions du conseil rectoral, il ne faut jamais les faire sur métavers. C'est beaucoup trop dangereux, surtout si c'est les GAFAM qui contrôlent ce métavers. Alors, il faut aussi produire des règlements qui font sens, et c'est quelque chose que le législateur européen ne perçoit absolument pas. Le législateur européen est complètement déconnecté des techniciens. Et on le voit avec le RGPD, ils ont produit un règlement, et le seul résultat de ce règlement, c'est que toutes nos petites compagnies qui ne savent pas le matcher, elles ne cherchent que faire une chose, elles ne cherchent qu'à l'éluder. Ça, c'est un grand risque avec le métavers, c'est qu'on se retrouve avec des gens, règlements européens qui soient tellement contraignants que les gens cherchent à tricher. Donc, il faut absolument que l'Europe se dote de règlements, mais de règlements qui soient réellement applicables et pas d'une utopie juridique sans sens pratique. Il faut évidemment continuer à établir un lien entre recherche, innovation et formation. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils font quand ils vont sur les métavers ou sur le métavers, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura un ou plusieurs. Et il faut bien entendu que ces métavers ne soient pas à la merci des GAFAM. Parce qu'à partir du moment où ils sont à la merci des GAFAM, les recherches vont être orientées. Donc, il faut travailler avec les GAFAM. Il ne faut pas les laisser aller tout seuls, il ne faut pas les ignorer parce qu'il y a une demande. Donc, on est obligé de discuter avec eux, mais on ne doit pas les laisser aller seuls. Parce que dans ces cas-là, la recherche et les vraies questions de recherche, tout ça est perdu. Donc, il faut vraiment un encadrement avec l'industrie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Wallonie, miraculeusement, après 10-15 années d'errance en cybersécurité, une politique à ce sujet se met en place. Donc, nous en arrivons déjà au dernier slide. Comme ça, je suis dans les temps. Les métavers, c'est en fait un challenge européen. C'est un vrai challenge européen parce que face à nous, nous avons une personne qui a mis 50 milliards de dollars sur la table, c'est-à-dire qu'une université ne peut pas aller seule contre ça, un pays ne peut pas aller seul contre ça, et tant qu'à présent, l'Europe n'a pas été capable d'avoir une réponse digitale pour contrer les GAFAM. Si les métavers surviennent, il faudra avoir cette réponse digitale, et ça ne peut passer que par une fédération d'acteurs européens. Je prends l'exemple classique du moteur de recherche. Les Français ont développé un moteur de recherche qui s'appelle Quant. Ils ont voulu que ce moteur de recherche reste français plutôt que de le rendre européen. Posez-vous la question de savoir si un Californien aurait acheté un moteur de recherche produit en Alabama. La réponse est probablement non. On achète des moteurs de recherche américains. C'est la même chose pour l'identité européenne. Donc, il faut s'approprier cette technologie au travers de tous les acteurs et surtout mettre en avant la transparence. Et c'est là le rôle des universités. Et le message est très clair. Tant qu'il y a de la demande, les GAFAM vont passer. Il faut bien comprendre ça. Vous pouvez faire tous les règlements que vous voulez, tant qu'il y a une demande des citoyens, ça passera. Et donc, la seule façon de contrer ça, de contrer notre dépendance, c'est d'avoir des géants européens de la tech et de les encadrer correctement. En fait, c'est une déduction de données. Donc, après 20 minutes, on a ce qu'on appelle une empreinte, on va dire, cybernétique de vous. Et à partir de là, les data analystes extrapolent un certain nombre de choses. Donc, ils font des prédictions, comme vous l'avez vu pour le coronavirus. Ils font des prédictions de ce qui va se passer. Et donc, ils font des prédictions éventuellement médicales. Ils font des prédictions comportementales. Et donc, ça peut aller très vite. On peut se retrouver dans une situation où vous candidatez pour un poste. Et la question est de savoir si vous allez convenir pour ce poste et sur base de votre gestuelle en quelques minutes d'interview, de décider qu'en fait, vous risquez d'avoir un comportement qui est menaçant et donc de ne pas vous prendre. Et donc, votre vie est jugée sur 20 minutes avec ça.
C'est ça que ça veut dire, c'est l'extrapolation des données, et c'est quelque chose que le RGPD a identifié sans savoir comment vraiment le maîtriser. Il y a des données qui sont catégorisées dès le départ et il y a les données extrapolées. Tant qu'à présent, nous sommes dans une vie où les données sont catégorisées. Ça, c'est des données médicales, ça, ce sont des données biométriques, ça, ce sont des données de travail, etc. Et en fait, tout est compartimentalisé. Quand on passe dans le métavers et qu'on regarde l'être humain en lui-même et ce qu'il peut faire, en fait, on a la transition. À partir d'une donnée, on déduit un certain nombre d'autres données. Et donc, les possibilités deviennent infinies et c'est ça qui est très dangereux. Préoccupant parce que c'est une question morale un petit peu, donc on sort un peu de l'expert cyber. La question c'est est-ce qu'en 20-30 minutes d'expérience virtuelle, on peut vraiment déduire quelque chose sur votre vie réelle? En tant qu'être humain, moi j'ai tendance à dire que non, mais des gens commencent à le faire, hein. Vous savez, on va simplement augmenter ce qu'on peut faire de façon prédictive. C'est juste ça, hein. Et donc le virtuel et le réel vont se confondre. Ça va s'arrêter là, tout simplement. Ce qu'on donne simplement, c'est un ensemble de données supplémentaires obtenues virtuellement, mais qui vont impacter très concrètement votre vie réelle. C'est extrêmement tracassant parce que votre comportement dans la vie virtuelle n'est probablement pas le même que votre comportement dans la vie réelle. Par exemple, pour être très brutal, deux avatars pourraient en venir aux mains. Hein. Alors peut-être que quand on est dans la vie réelle et qu'on se voit, on n'a pas forcément envie de se taper dessus. Et peut-être que quelqu'un qui vous observe dans la vie virtuelle pourrait déduire, bah, cette personne est très violente. Un peu comme on le voit aussi avec les réseaux sociaux maintenant, hein. Vous avez des articles de presse et à la fin, vous avez les gens qui s'insultent. Ils ne s'insulteraient pas pareil dans la vie réelle, mais il se fait que nous monitorons tout ce qui est dit. Et donc, nous voyons ce comportement des gens sur les réseaux sociaux et très clairement, on n'engage pas dans certaines compagnies, certaines personnes qui ont eu ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça va s'amplifier puisque maintenant, vous aurez non seulement l'écrit, mais vous aurez toute la gestuelle. Donc, ça va aller de pis en pis. C'est ça qui est dangereux.